Salut à tous, salut à toutes, salut les geeks, salut les geekettes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Supplément Geek. J'espère que vous allez tous bien en ce début d'année. J'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux. Une année pleine de lecture, de visionnage, de trucs geeks et surtout moins, mais alors beaucoup moins de Covid. Ce serait quand même méga cool. Si vous découvrez le podcast, soyez les bienvenus dans Supplément Geek. Je me présente, je suis Geeks et ici je partage avec vous mes lectures comics et mangas et mes visionnages ciné. Et aujourd'hui, on va parler dans le Tu sors ou je te sors de Venom Abyss en comics. Pour le manga, ce sera Killing Stalking et en VOD, puisque pas de ciné, je vous parlerai de The Call. Ensuite, les prochaines sorties dans la boîte de chocolat et dans le partage, je vous conseillerai une chaîne YouTube et un compte Instagram autour de l'univers manga bien sympa. Avant de commencer, je voudrais juste faire un petit coucou à toi, l'unique auditeur qui se trouve aux États-Unis d'Amérique, fidèle depuis le premier épisode. Je vois dans les stats que t'écoutes toujours le podcast et ça me fait super plaisir que quelqu'un à l'autre bout de la planète écoute cette émission. Donc merci à toi pour ta fidélité. J'espère que le podcast te plaît toujours et que je te verrai encore longtemps sur ma petite map des écoutes. Évidemment, je remercie les autres fidèles qui sont là, mais disons que toi qui es aux États-Unis, je te vois vachement plus facilement puisque tu es tout seul. Bon allez mes petits geekounious, c'est parti. On commence donc tout de suite avec le Tu sors ou je te sors. Tu sors ou je te sors, mais il faudra prendre une décision. Et comme je vous l'ai annoncé plus tôt, on va parler en comics de Venom Abyss, qui est le deuxième tome de la série, toujours écrit par Donny Cates, qui est depuis peu, de mon point de vue, l'un des meilleurs scénaristes sur Venom et l'histoire des symbiotes. Alors ça fait vraiment pas longtemps qu'il est dans le coin pourtant, Donny, mais il est hyper actif ce petit pépère, et il a déjà signé un nombre d'œuvres assez incroyable en à peine 4 ans. Il est accompagné pour le dessin de son fidèle acolyte Ryan Stegman, un habitué lui aussi de Venom, Carnage etc. Et de Iban Coelho et Joshua Cassara qui eux font leurs propres ancrages. Donc Venom c'est du Marvel, c'est chez Panini Comics donc en France et c'est sorti le 30 décembre 2020. Pour ceux qui n'ont pas lu le premier tome, nommé Rex, dans cet arc, le symbiote n'est plus Venom avec Flash Gordon, puisqu'il a retrouvé son hôte d'origine, à savoir Eddie Brock. Et pour ceux qui connaissent pas Venom tout court, c'est simple, c'est une sorte de parasite symbiotique extraterrestre qui, en se liant avec un hôte, se transforme en une sorte de gros monstre humanoïde qui s'est baigné dans le pétrole. Il est tout noir luisant, avec des dents immenses et une langue incroyablement longue qui fait très très peur. Mais j'imagine que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes quand même un minimum familiarisé avec tout ce genre de bidule truc. Enfin, sauf toi, maman, je sais que t'aimes pas les monstres, mais tu peux pas t'empêcher d'écouter ton fils, et tu dois pas comprendre grand chose. Bisous, maman. Il est revenu avec Eddie Brock, notre ami le symbiote, qui s'est bien calmé, Eddie, et il a pris conscience que son passé avec Venom était assez houleux et violent. Dans le premier tome, ils avaient combattu une entité créée il y a de nombreuses lunes par un dieu pas très coolax, Knull, mais c'est pas sans séquelles qui sont sortis de cette bataille que je dois dire épique. Je résume très fort le premier tome, mais au moins je spoil pas trop. Parlons maintenant du tome 2. Eddie se réveille mal en point dans une pièce qui ressemble à une salle d'interrogatoire. Il est menotté à une table. En face de lui, une version de Reed Richards, un peu moins sympa que celle qu'on connaît. Il vient d'un univers parallèle et se fait appeler The Maker. Alors ce dernier est à la recherche d'un échantillon de symbiote que notre ami aurait prélevé sur le dragon, donc dans le précédent tome. Petit souci, sinon c'est pas drôle, notre héros ne s'en souvient absolument pas. Alors c'est un début assez long, cet interrogatoire, mais il y a une belle tension et ça permet de mettre en place pas mal de choses pour la suite. On ne sait pas vraiment les intentions de The Maker, et c'est très bien comme ça. On n'oublie pas que c'est Reed Richards quand même, donc un des cerveaux les plus brillants de l'univers Marvel, même si celui-ci n'est pas celui qu'on connaît des 4 Fantastiques. Il va faire des révélations à Eddie qui vont le dérouter et ne sont pas sans conséquences. Alors je vais m'arrêter là pour cette partie de ce comics, et je vais vous laisser découvrir par vous-même ce qu'il en est. Juste un dernier truc, Eddie, lors de cet échange, se rend compte qu'il n'entend plus son symbiote. Oui, maman, je t'explique. Comme ils ne font qu'un, le symbiote et Eddie Brock, ils peuvent communiquer via leurs esprits. Ils partagent le même corps en gros. Et là, c'est silence radio. Alors forcément, l'ami Eddie, il est inquiet de plus entendre son compagnon. Voilà, maman. Bisous, bisous. Bon, il va quand même trouver un moyen de sortir et il va devoir se rendre là où il n'a vraiment pas envie d'aller, à savoir chez son père, où il fera une découverte qui va le bouleverser. Alors dans ce récit, ce qui est très intéressant, c'est la capacité qu'a Donny Cates de raconter des histoires de Venom en se servant de faits déjà connus
mais à sa sauce. Je pense au trou de mémoire qu'avait Peter Parker quand il avait le symbiote, qu'on retrouve donc ici, mais traité différemment et en fonction de la personnalité d'Eddie et de son passé avec son père. On en apprend beaucoup, du coup, sur son enfance, sur les raisons qui l'ont poussé à être aussi brutal étant adulte, et on découvre aussi ses failles qui ne sont jamais gnangnan. Et ça, c'est très cool. Cates est un scénariste qui a compris Venom, qui sait l'utiliser pour raconter des histoires matures, et je trouve que c'est le seul qui a su faire honneur à McFarlane, le créateur de Venom pour ceux qui savent pas. Et il a aussi compris Eddie Brock et lui donne plus de profondeur que ce qu'il avait jusqu'à présent. Alors je vous rassure aussi, là, ce que je vous raconte peut vous sembler un petit peu mou, mais pas du tout, le symbiote ne communique plus avec Eddie, mais il est bien présent, et quand il pop dans l'histoire, c'est violent, surprenant, plus que d'habitude même, et ça c'est dingue, parce qu'il fait flipper quand même Venom de base. Et je pense pas que ce soit pour rien, puisque Eddie n'a jamais été autant à fleur de peau, et finalement le symbiote réagit à ses émotions, aux émotions de son hôte quoi. Ryan Stegman est le dessinateur qui fait les plus belles planches dans ce bouquin, et c'est aussi lui qui représente le mieux ce que je viens de décrire juste avant. Les deux autres dessinateurs font bien le taf, mais heureusement c'est Stegman qui fait la partie avec le paternel, parce que lui et Cates, c'est le duo parfait pour Venom, donc une scène aussi importante se devait d'avoir les meilleurs réunis pour raconter un moment de façon aussi juste, claire, avec émotion, énergie et dans une ambiance pesante. On a donc une suite aussi bien que le premier tome, dans un registre pourtant bien différent. Là on est dans l'âme d'Eddie, si vous voulez, dans l'humain, et comment il vit sa relation avec son coloc de corps, et c'est pour le moins fusionnel entre eux du coup, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand le tome 1 nous montrait quelque chose de plus spectaculaire pour remettre Eddie Brock dans la course. Côté couleur, bah rien à dire, André Mossa est très bien, c'est sombre, c'est pesant, c'est lourd, on suffoque quand il le faut, on respire quand il le faut, il y a de belles textures, parfait. C'était ma première lecture de 2021, et franchement, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu quelque chose d'aussi bon, d'aussi beau et d'aussi palpitant. Donc j'espère que Cates tiendra le rythme et qu'il continuera à nous offrir des récits aussi génialissimes que ces deux derniers tomes de Venom, et j'ai hâte de lire la suite, et j'espère aussi que Stegman repointera le bout de son nez, parce que c'est quand le duo est réunis que c'est le plus jouissif. On commence 2021 avec un 5 sur 5 les potes. Alors je vais pas en parler très longtemps parce qu'on a déjà parlé un petit peu dans un précédent podcast. On va rester sur du comics un tout petit peu parce que j'ai aussi lu un autre deuxième tome, toujours dans la même lignée, Symbiote Spider-Man, étrange réalité, et si parfois cette histoire prend des raccourcis qui peuvent nous paraître un peu déroutants, ça reste une super histoire, et le duo Spidey-Doc Strange est incroyable, ça fonctionne parfaitement, j'aurais jamais cru avant de le lire. J'en avais déjà un petit peu discuté avec vous, comme je vous disais, dans un épisode précédent, puisqu'il était dans la boîte de chocolat, donc voilà, je l'ai lu, je suis pas déçu, graphiquement c'est assez dingue, on est avec le Doc Strange, donc on visite des endroits complètement fous, on a des planches magnifiques, l'histoire elle est fun, elle est dynamique, c'est pas non plus révolutionnaire, mais ça mérite un coup d'œil. Perso, c'est entre 4 et 4,5 sur 5. J'ai pris vraiment du plaisir à le lire, et Spidey en noir, ça déchire tout le temps. J'avais fait un petit sondage sur Insta, c'était serré d'ailleurs, mais le noir a remporté la partie, pour mon plus grand plaisir, ça flatte mon ego. On passe au manga les copains, et c'est sur un genre que je n'ai pas l'habitude de lire que je vais me lancer cette semaine, même si c'est pas le premier que je lis, ça reste relativement rare. On va parler de Killing Stalking, qui déjà n'est pas une œuvre japonaise, mais coréenne, initialement créée pour un webtoon, et c'est aussi un yaoi. Alors yaoi oui, mais c'est surtout un thriller, donc ça fait beaucoup de choses que j'ai pas l'habitude de lire, des thrillers oui, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai lu, mais yaoi beaucoup moins. Ah oui, alors, maman, les yaoi. Alors, c'est pas compliqué, ce sont des histoires mettant en scène des relations homosexuelles masculines. Voilà, maman. Bisous. C'est créé par Kugi et c'est les éditions Taifu Comics qui en sont les éditeurs en France. C'est sorti le 27 novembre 2020. Alors on continue dans l'inhabituel, avec ce manga, tout est en couleur. On va parler un peu de l'édition du coup, parce que ça change vraiment d'un manga classique. Alors ça n'a pas dû être évident pour Taifu Comics de mettre en page une œuvre destinée au numérique, mais franchement, moi je trouve ça canon. La couve, elle est belle, avec des taches de sang, et le titre aussi, qui sont un
peu brillant, c'est verni, quand le reste de la couverture est un grand fond noir, avec le protagoniste en premier plan, l'antagoniste au second, qui est prêt à lui mettre un coup de batte de baseball derrière la tête. Quand on ouvre le livre, la composition des pages est originale, beaucoup d'espace entre les cases, les bulles qui en dépassent de temps en temps. Selon que la tension soit élevée ou non, les cases se chevauchent, ou pas du coup, et sont en plus grand nombre, ou pas du coup. Enfin, en gros, il y a un travail d'arrangement, et on sent que ça a été réfléchi. Enfin, si c'est pas le cas, bah c'est joli du coup, c'est un beau coup de chance, hein, mais ce serait surprenant que ce soit pas réfléchi. Perso, je trouve ça top, et j'aime bien le côté parfois épuré, et parfois plus rempli. Passons à l'histoire. Bum Yoon, qui est un jeune homme maigre, pâle et pas du tout sûr de lui, est amoureux d'un ancien camarade de classe qui a aussi été dans la même promotion que lui lors de leur service militaire. Oui, en Corée, les copains, les petits potos, entre 18 et 36 ans je crois, on doit servir l'armée pendant 2 ans, et toujours aujourd'hui. Et donc ce fameux camarade qui porte le doux nom de Sang-woo l'a tiré d'une mauvaise passe à l'armée, ce qui n'a fait qu'accentuer l'attrait de Bum Yoon. Notons que Sang-woo est clairement l'opposé de Bum Yoon. Déjà il est sûr de lui, donc ça change beaucoup de choses, et il n'a pas la même carrure. Timide comme il est, et de retour à la vie normale, notre jeune ami ne sachant pas comment aborder son crush, et ben il va le stalker. Il le suit, et il essaie même de rentrer chez celui qui l'obsède. Il a une petite feuille avec tous les codes qu'il a déjà tapés, qui sont barrés du coup ceux qu'il a tapés, et chaque jour, il essaye un nouveau, jusqu'à réussir. Sauf qu'une fois à l'intérieur, et ben il déchante. Pépère. Celui qu'il admirait ne semble pas être aussi sain qu'il le pensait, et sa découverte va changer énormément de choses. Alors je peux vraiment pas en dire plus, parce que ça gâcherait la surprise pour ceux qui veulent le lire. Il se passe plein de choses, c'est haletant, on est sous pression, c'est pas pour les enfants, clairement. Déjà Yaoi, je pense que c'est pas pour les enfants de base, mais là c'est clairement un thriller qui n'est pas pour les gosses. Mais ça reste quand même suggéré, le côté Yaoi n'est pas encore très présent dans ce premier tome. Sûrement que l'auteur accentuera ça dans les prochains chapitres, mais du coup sur ce début, ça sonne plus comme un vrai thriller qu'autre chose. C'est un petit peu téléphoné, des codes qu'on connaît déjà, mais comme c'est bien fait, ça passe très bien, et on se demande comment le protagoniste se sortira de la panade dans laquelle il s'est fourré dans la suite. Niveau dessin, c'est joli, les personnages ont une identité visuelle assez marquée, et les décors sont propres, c'est très propre. La couleur vient donner un aspect un peu plus BD que les mangas habituels, mais aussi nous donne plus de détails, et je trouve qu'on rentre dans l'histoire plus facilement grâce à ça. J'aime le charme des mangas en noir et blanc, mais là, comme ça, un manga comme ça, tout en couleur, bah ça fait pas de mal. Donc pour résumer, Yaoi, pas tant que ça pour l'instant. Thriller pas surprenant, mais très bien écrit. C'est un petit peu cru, forcément, et violent. Malsain pile ce qu'il faut pour nous tenir en haleine et créer une ambiance noire et pesante. Édition couleur sur beau papier, belle couverture, cliffhanger de fin sympa, pas surprenant, mais qui donne clairement envie de lire la suite. Bah on est pas mal là encore, hein, donc un 4 sur 5 pour Killing Stalking. Alors même tarif pour les mangas, comme ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas eu d'épisode au lieu de 2, j'ai pu lire un petit peu plus de choses, et je voulais parler en vitesse d'un manga en 2 tomes, très sympa, qui s'appelle Ni no Kuni, l'héritier de la lumière et le prince chat chez Mana Books. Pas étonnant que ce soit eux qui éditent, puisqu'ils ont déjà fait les mangas Assassin's Creed, Persona 5, Dragon Quest, et j'en passe, hein. Les adaptations de jeux vidéo en manga, quoi. Je précise pour toi, maman. Tout le monde ici avait compris que c'était des adaptations de jeux vidéo. Alors cette histoire de Ni no Kuni est totalement inédite, et après les jeux et le long métrage, qui est dispo sur Netflix pour ceux qui veulent, hein, il était normal qu'ils tentent le manga. Alors j'ai jamais joué au jeu, perso. Ça n'a vraiment aucune incidence sur la lecture, donc si vous êtes comme moi, vous pouvez aussi bien vous lancer dans la lecture sans avoir joué. Si vous êtes un adepte du jeu, eh ben vous serez peut-être content de découvrir une nouvelle histoire. Tasuku, un jeune garçon fan de kendo, et surtout qui le pratique avec un engagement hors du commun, va aux entraînements, aux compétitions, puis après il travaille pour pouvoir s'occuper de Tsubasa, qui est son petit frère, puisque leurs parents sont décédés. Il est aidé par son amie d'enfance, Asuka, une jeune demoiselle qui passe les voir régulièrement. Sauf qu'un jour, un homme mystérieux, vêtu en noir, les attaque, et Tasuku est projeté dans un monde qu'il connaît pas. Il découvrira que ce monde s'appelle Ni no Kuni, et là-bas, il va faire la rencontre du prince Rosso, ex-prince mi-homme mi-chat, et ce dernier, il va lui demander de l'aider à combattre un démon, Sham. Alors Tasuku peut pas refuser, puisque le deal, c'est de le renvoyer dans son monde auprès de son petit frère, qu'à la condition que Sham meure. Il se rend aussi vite compte que si c'est lui qui a été choisi, c'est pas pour rien, mais parce qu'il possède une capacité adéquate pour abattre celui qui opprime l'ancien royaume du prince déchu. Du prince chat déchu. Prince chat déchu, prince chat déchu.
essayez. Prince chat déchu, prince chat déchu, prince chat déchu, prince chat déchu. Pas facile, hein. Alors c'est pas le manga du siècle, les petits potes. Mais c'est une bonne petite lecture qui se lit facilement et le monde de Ni no Kuni est fort sympathique. Ça donne envie de jouer au jeu du coup. Alors c'est pas transcendant ni même original, mais c'est mignon, c'est efficace, c'est facile. La couverture du tome 1 m'a un petit peu fait penser à Full Metal Alchemist, un blond avec une espèce de cape rouge et une épée. Pas d'épée dans Full Metal, mais là, ça fait quand même un petit peu penser dans les détails, dans les couleurs. À l'intérieur, c'est pas mal, c'est un manga tout à fait classique, des jolis dessins, des fonds pas forcément très travaillés, c'est souvent blanc ou alors il y a très peu de détails. C'est pas sur ça qu'on va s'attarder et les personnages sont plutôt cool, assez haut en couleur. Voilà, donc j'ai passé un bon moment sur cette lecture légère, et c'est pour ça que je voulais en parler. Donc un bon 3,5 sur 5 pour le manga de Ran Kuze, qui n'est pas très connu en France, mais qui au Japon a déjà réalisé pas mal d'œuvres. Au cinéma, bon, on commence à avoir l'habitude, et j'aime pas ça, hein. Mais bon, SVOD, encore. Et cette semaine, j'ai regardé du Netflix. Je le fais pas exprès, hein. Je regarde pourtant ailleurs. Mais bon, c'est sur Netflix que je me perds à chaque fois. Donc là, j'ai vu The Call. The Call, c'est pas le film avec Alberi, hein. Rien à voir les potes. C'est un film coréen, à croire que la Corée du Sud est à l'honneur aujourd'hui, de Chang Yun-Lee, et c'est donc son premier long métrage, avec Shin Hae Park, qu'on a vu aussi il y a pas très longtemps dans le film Alive, pareil sur Netflix. C'était #Alive d'ailleurs. Et il y a aussi Jang Seo-jun et Sung Ryung Kim. J'adore prononcer des noms dont je sais pas comment on les prononce. C'est sorti le 27 novembre 2020 sur Netflix. C'est un film qui dure à peu près 2 heures. C'est un thriller. Thriller science-fiction, surnaturel si vous préférez. Enfin, c'est pas horrifique non plus. Bref, parlons du film. Alors je vous préviens tout de suite. Le postulat de départ est pas très clair. Et vous n'aurez jamais la réponse à la question. Je m'explique. Le film se nomme The Call, parce que Seo-yeon, une jeune femme qui retourne dans sa maison d'enfance pour se rapprocher de sa mère qui est à l'hôpital, va recevoir des coups de téléphone assez mystérieux. Elle se rend compte que la personne qui l'appelle, Yeon-sok, est elle aussi dans la maison, mais il y a 20 ans. Elles échangent donc par téléphone, le téléphone fixe de la maison, et notre héroïne aide sa jeune amie du passé, car celle-ci est harcelée par sa belle-mère, une chamane qui veut l'exorciser via des pratiques violentes. Idem dans l'autre sens, l'une va influer sur le passé donc, et l'autre sur le futur, puisque Yeon-seok va aider Seo-yeon, qui verra son quotidien modifié grâce aux actions réalisées dans le passé par son interlocutrice. Mais est-ce que les échanges ne vont pas permettre à l'une des deux de se servir de l'autre à des fins plus complexes et malsaines? Bah si, sinon il n'y a pas d'intérêt les potes. On ne saura jamais de tout le film pourquoi ou comment ça fonctionne. Faut juste se dire que c'est comme ça peut foutre la rage, hein, c'est un petit peu mon cas. Mais bon, une fois lancé, on s'en fout un petit peu, jusqu'à ce que le film finisse et qu'on se dise « C'est relou de pas savoir quand même qui l'a foutu là, ce téléphone magique. C'est quoi le sous-texte là? J'ai dû louper un petit truc, non ?» Et aujourd'hui, j'ai toujours pas de réponse à ça, et ça m'agace. Le film commence sur un plan assez joli de l'héroïne qui marche seule sur une route de campagne, la montagne en arrière-plan et une voiture qui la rattrape, le tout filmé de loin, une lumière un petit peu froide, un plan de cinéma quoi. Puis on entre dans la fameuse maison, quelques rayons de lumière passent, un jeu de clair-obscur qui fonctionne plutôt bien, une photo prometteuse pour ce début et une atmosphère qui se met tranquillement en place. Puis d'un coup, des échanges entre les personnages, et là c'est filmé comme une sitcom. C'est pas très beau, la lumière est mal utilisée, on dirait un mode automatique, trop propre, sans profondeur, et bim, un autre plan magnifique, et là on se retrouve tout le long du film à voir la même chose. Magnifique, sitcom, magnifique, sitcom. On fait abstraction de ça quand même relativement vite puisque le scénario est bien ficelé. J'ai quand même pas compris comment on pouvait faire des prises de vue aussi canon et juste après aussi moyennes. Ça n'enlève rien à l'intention qui est vite instaurée dans l'histoire, mais mon côté photographe a trouvé ça un petit peu dommage. Et ça casse un chouïa le rythme quand on y fait trop attention, ce qui est forcément mon cas. Les acteurs sont hyper bons par contre, tantôt effrayants, tantôt touchants. J'ai juste noté que certaines scènes avec les parents sonnaient un petit peu fausses, mais c'est vite oublié et les deux actrices principales sont déroutantes dans leurs jeux respectifs, elles sont balèzes. Par contre, je dois dire qu'il y a un truc qui m'a saoulé de ouf. Et là, je suis sérieux. C'est les bruits de bouche quand ils mangent. Il y a 2-3 scènes où ils mangent. Non mais, si j'avais eu des cheveux, je les aurais arrachés les potes. C'est pas la première fois que ça m'arrive dans un film. Je me demande même si je n'avais pas déjà parlé avec vous. Mais là, j'ai insulté ma télé tellement ça m'a gonflé. Je supporte pas d'entendre les gens manger. Là, c'était une vraie torture. La bouche ouverte et tout. Ah putain. Même un ours fait moins de bruit en mangeant que les mecs dans ce film. Rien que d'y penser là, j'ai les poils qui se dressent. Alors
Oui, je souffre de misophonie, je ne supporte pas certains bruits, mais là, même quelqu'un qui n'a pas ça aurait pété un boulon. Hughes, n'écoute pas ce film, ne regarde pas ce film. Tu es comme moi, je le sais, tous les deux, on a le même problème. Tu en parles de temps en temps sur Twitch, t'en as encore parlé ce matin. Tu n'aimes pas les bruits de bouche. Ce film, regarde-le juste avec les sous-titres. Ne l'écoute pas, tu vas péter un câble. Enfin, la première partie du film se concentre sur la découverte du phénomène et les échanges entre les deux filles, et la suite va mettre en évidence le côté dangereux de la chose. Oui, je suis passé du coq à l'âne. C'est bien écrit, c'est bien monté, mais des fois on sent qu'ils n'avaient pas les moyens de leurs idées. Je pense à l'utilisation de la CGI, qui n'est pas des plus subtiles, et c'est un petit peu triste, mais comme c'est pas très récurrent, ça passe. Disons que pour un premier film, je trouve que Chung Yoon Lee s'en sort super bien, il tombe pas dans le cliché, il a même le culot de réussir sa fin, et ça c'est quand même méga rare, surtout dans un film de ce style-là. C'est une toute petite production en plus, donc ça explique beaucoup de choses. Ils sont 6 à la fiche technique, comprenant le réal, qui signe aussi le scénar, un producteur, un directeur artistique, une personne à la photo, un monteur et un pour la musique. C'est tout petit. Bon, il y a une société de production et un distributeur en Corée. Pour le reste du monde, le distributeur, du coup, c'est Netflix. Donc au vu de ça, c'est hyper bien foutu et prometteur. Franchement, je le conseille, malgré les bruits de bouche. Et vous savez, comme ça me fait mal de dire du bien d'un film en VOD, j'aurais vraiment aimé voir ce film au cinéma finalement. Et d'ailleurs, il l'aurait mérité d'être au ciné. Donc, pour une fois, en streaming, un film va avoir une note plutôt bonne, puisque je vais lui mettre un 4 sur 5, les petits potes. Une fois n'est pas coutume. Ah, et en plus, je sais pas si c'est fait exprès, mais j'espère que oui, il y a un petit clin d'œil à Shining bien sympa, je vous laisse voir ça. On en a fini avec le tu sors ou je te sors, donc c'est le moment de sortir la boîte de chocolat, mes petits geekounious. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et en comics, bon, on a déjà plus de sorties en ce début d'année qu'à la fin de 2020, et ça c'est cool. Beaucoup moins pour mon portefeuille, mais ça c'est une autre histoire. Donc en comics, on a pas mal de trucs coolax qui arrivent, à commencer par le 4e tome de Batman Détective. Ça sort le 22 janvier chez Urban Comics, c'est du DC, évidemment. On avait parlé du tome 3 il y a fort longtemps, dans le 3e épisode de ce podcast, et j'avais apprécié le lire, une bonne histoire avec Victor Fries, un peu plus mature que ce qu'on avait pu lire ces dernières années sur lui. C'est toujours Peter Tomasi qui signe le scénar dans le tome 4, qui est productif en ce moment, c'est lui aussi qui travaille sur Batman Death Metal, et cette fois, c'est plus Doug Mahnke au dessin, mais Brad Walker, qui avait déjà œuvré sur le 2e tome de la même série. Alors il n'est pas seul pour celui-ci, puisque nous retrouvons aussi, là je vais essayer de le dire, Scott Godlewski et Kenneth Rocafort. Alors Rocafort ça va, mais alors Godlewski, je sais pas comment on le prononce. Comme d'habitude, dans ce podcast, j'ai du mal avec les noms. Dans le tome précédent, Freeze voulait, encore une fois, sauver sa femme, et on avait un récit plutôt sympa qui donnait un côté très humain dans les émotions de l'antagoniste. Pendant que cet antagoniste, justement, s'occupait à libérer sa femme de sa condition, et que Batman s'efforçait à le remettre à Arkham, Harvey Dent, alias Double Face, jouait à son jeu préféré, Pile ou Face du coup, et c'est sur le destin des habitants de Gotham qu'il a posé sa mise en créant une secte pour mettre à mal la ville. Sur la couve, c'est pas Double Face que nous retrouvons en train de se battre avec la chauve-souris, mais bel et bien le Joker. Il va donc avoir une place importante dans ce récit, j'imagine, mais on sait pas encore laquelle. J'avais bien aimé les 3 premiers tomes, qui sont pas réellement liés entre eux, et du coup je suis curieux de voir une nouvelle histoire écrite par Tomasi. Walker n'est pas incroyable, mais c'est tout à fait correct. Rien de mauvais dans ce qu'on a déjà vu de lui, mais rien de révolutionnaire non plus. C'est un bon élève qui n'a pas encore trouvé sa patte pour qu'on le reconnaisse au premier regard. On va attendre le 22 janvier, et on verra bien ce que ça donne les petits potes. Le 29 janvier, toujours en comics, chez Réflexion, ressortiront 2 tomes de More Than Mortal. More Than Mortal. Oui, c'est mieux quand je le fais comme ça, ouais, je sais. J'ai jamais eu l'occasion de le lire, pourtant c'est un ancien comics. À vrai dire, j'en avais jamais entendu parler. Et je dois avouer que les comics de la fin des années 90, début 2000, c'est ce que j'aime le plus dans le design en fait. Quand je vois la couve de celui-ci, je pense à Darkness ou Witchblade. On peut pas non plus s'empêcher de penser un petit peu à Red Sonja, donc ça me motive déjà de ouf. C'est écrit par Sharon Scott, qui finalement n'est pas plus connue que ça. Elle n'a pas fait grand chose de plus que More Than Mortal. More Than Mortal. Donc rien depuis 1999, ça fait long. Et c'est Steve Fearshaw qui s'occupe des planches, et justement, il a aussi fait partie du cast de The Darkness, Tomb Raider, ou encore Witchblade,
Bon, la couve du premier tome est canon, c'est Marc Silvestri qui la signe, et tout de suite c'est ultra vendeur, hein, Marc Silvestri, pointure. La couverture, c'est une femme légèrement vêtue, qui tient une grosse épée, et en fond, on a un motif celtique vert clair. Bon, c'est du Silvestri comme on aime. Du coup, on voit direct que c'est sur fond de mythologie celtique que se tourne l'histoire. On est en Irlande médiévale, et c'est la guerre entre les monstres et les humains. Ils gagnent la bataille grâce à Brigid, et c'est alors Deirdre qui se réveille du sang sur les mains dans le couvent dans lequel elle habite. Elle fera donc part de ce mystérieux rêve à un prêtre de sa paroisse qui priera pour elle, mais quand elle s'endort, elle retourne sur les champs de bataille dans la peau de Brigid. Mystère, mystère, que va-t-il lui arriver ? On verra ça le 29 janvier, les amis. En manga, on attend toujours Sayukiden et Shadow's House, le dernier tome de Anonyme aussi, dont on parlait dans la dernière émission, qui sera sur les étagères de nos libraires le 27 janvier, toujours aux éditions Soleil. Et on a aussi le tome 4 de Guess What, qui sort le 21 janvier, et ça c'est une sortie que j'attends depuis un moment, le tome 3 étant sorti en septembre 2020. On en avait déjà parlé de Guess What justement, pareil, hein, c'était il y a fort longtemps, dans les temps anciens, une autre époque, un autre monde, une autre vie. Enfin bref, pour ceux qui n'étaient pas là, Guess What, c'est l'histoire d'une nénette qui s'appelle Nika, qui, dans les bas-fonds d'une ville nommée Asgard, à ne pas confondre avec Asgard, il n'y a pas de marteau qui lance des éclairs ici, hein, référence à tort maman, mais ça tu dois connaître par contre. Elle est en quête sur un mystérieux personnage, violent, et qui est pris par le gouvernement pour un terroriste, et qui s'appelle Ryo Guess What. Il y a une séparation entre les quartiers défavorisés et les quartiers riches, et Nika va vite se rendre compte qu'elle a été déployée ici non pas pour faire face à des terroristes, mais bien pour nettoyer ce qui gêne les puissants, à savoir une milice de quartier, un gang, les Pumas. Sauf que, elle est pas totalement abrutie, la petite dame. Et elle ouvre ses petits yeux, et elle se rend bien compte qu'elle était du mauvais côté de la bataille. Bon, Guess What, c'est pas le perso principal, il arrive de temps en temps vraiment quand c'est la mierda, et il fait preuve d'une certaine violence pour abattre ses ennemis et protéger les siens. On suit surtout Nika, qui va de désillusion en désillusion. Dans le prochain tome, Nika continue son enquête sur Guess What, et pendant ce temps, les forces de sécurité attaquent le quartier d'Asgard Ouest, sous couvert d'arrêter les terroristes. Est-ce vraiment la seule raison ? Les Pumas sont aussi mis à mal à cause d'un traître dans leur rang, mais Guess What pointe enfin le bout de son nez et tentera de combattre les affreux Jojo qui s'en prennent aux siens. Le manga de Ubik et Abensen sortira donc le 21 janvier, les potes, toujours chez Kiyun. Cinéma, les choses reculant toujours et n'avançant jamais, on n'est pas près de retourner dans nos salles obscures et je suis tristesse les potes. Donc comme les autres semaines, on verra bien où nous mènera la SVOD. En espérant que ce soit aussi bien que cette semaine, qui n'est pas gagné, les petits potes. J'ai déjà dit, mais je le répète, j'ai rien contre Netflix, Amazon, Canal Play, etc. Ce sont des bons vidéoclubs, des vidéoclubs 2.0, mais j'ai juste du mal avec les films produits pour ces plateformes, et je prends moins de plaisir à regarder un film depuis mon canapé que dans l'ambiance d'une salle de ciné. Par contre, niveau série, je trouve que c'est là où ils sont les meilleurs, et que les programmes originaux ont une réelle raison d'exister. Bref, mes petits geeks, on passe au partage. On partage tout ensemble. L'espace, le fil dentaire, même les capotes. Et cette semaine, j'avais envie de vous parler d'un petit collectif qui s'appelle la Maison Otaku. Normalement, ils organisent des événements autour de l'univers du Japon, donc concerts, soirées, tournois de jeux vidéo, rencontres avec des artistes et plein d'autres choses. Bon, en ce moment, c'est pas la folie. Si vous n'avez pas suivi, c'est pas dur. Covid! Du coup, sur YouTube, ils ont leur chaîne. Ils l'ont lancée il y a pas très longtemps. Alors attention, il y a 2 maisons otaku, mais vous allez vite pouvoir les différencier puisque une des 2 est en anglais et l'autre en français, donc c'est celle-ci qui nous intéresse aujourd'hui. Ils ont fait un petit format bien cool qui s'appelle Otaku.com et on peut découvrir via un entretien ultra sympathique et quelques jeux quelles sont les collections et les préférences manga de la personne qui est dans l'émission. Bon, pour l'instant, tout le monde parle de DBZ et de Dorothée, mais en même temps, dans nos générations, ce sont les trucs les plus influents, donc ça se comprend. On a grandi avec ça. C'est présenté soit par Mel, soit par Chris, qui sont ultra bienveillants, l'un comme l'autre. C'est léger, c'est pas prétentieux, je pense que c'est des passionnés qui font ça pour des passionnés, quoi. Ça dure environ 15 minutes par émission, donc en plus, c'est pas hyper long, ça se regarde vraiment tout seul. En plus de ça, ils ont un compte Insta, où ils sont ultra actifs, et ici ils partagent toutes les news sur les animes, sur les mangas, sur les tournois JV, etc. Ils organisent de temps en temps des petits events via les stories, par exemple des concours de dessin, ce qui permet de voir qu'il y a vraiment du talent chez beaucoup de monde. En tout cas, je vous invite à aller jeter un œil. Pour ça,
Coucou le scooter, comme d'habitude, tu passes toujours dans cette émission, merci le scooter. Donc je disais quoi ? Ah oui, je disais, je vous invite à jeter un œil. Et pour ça, vous prenez une cuillère, vous l'insérez entre le globe oculaire et la paupière, et avec un léger coup de poignet sec et rapide, vous pourrez envoyer l'œil. Attention de ne pas emmêler le nerf optique toutefois dans la cuillère, le risque serait qu'en l'envoyant, il vous revienne au visage. Oui, je suis désolé, mais je peux pas m'empêcher de penser à ça quand j'entends cette expression jeter un œil, donc ouais, je pars en vrille, je pars en coucouille. Désolé les potes, ne m'en veuillez pas. En tout cas, allez voir ce qu'ils font, Maison Otaku, si vous voulez rester au fait des actualités Jap et ou juste passer un bon moment à la cool. Quoi qu'il arrive, hein, je mets tout dans la description. Voilà les potes, la première émission de 2021 s'achève ici. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. En attendant qu'on se retrouve d'ici 15 jours, vous pouvez écouter ou réécouter le podcast sur Spotify, Deezer, Stitcher, Podcast Addict, Apple Podcast, etc. Toujours pour le référencement, c'est sympa de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci les copains. Supplément Geek a aussi une chaîne YouTube, si vous préférez l'écouter sur cette plateforme. Vous pouvez activer la petite cloche et les petits pouces et tout ça, c'est sympa aussi. On peut se capter sur Insta, à supplément.geek, où vous retrouverez les photos des comics et mangas dont on parle ici. Et c'est là où je suis le plus souvent, en tout cas j'y suis plus souvent que sur Twitter, mais il y a quand même un Twitter que vous retrouverez en tapant Geek Supplément tout attaché. À dans 2 semaines, mes petits geeks et mes petites geekettes, je vous souhaite de bonnes lectures et de bons visionnages. Bisous. Bisous. Hasta la vista, baby.